Bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, merci à la CST et à EcoProd de nous donner l'occasion de faire cette présentation de sensibilisation au streaming responsable. Donc il ne s'agit pas de faire une formation, c'est vraiment juste de donner quelques clés. Donc en préparant cette présentation, je ne savais pas trop où placer le curseur entre des choses vraiment techniques. Bon, c'est un café technique, donc je pense qu'on peut se permettre certaines choses. Et de la vulgarisation. Eh bien, on verra ça tout à l'heure dans la partie discussion autour du café, si vous voulez approfondir des choses. Donc pour l'instant, je vais dérouler donc un petit peu de généralité. Alors, je commence par me présenter. Donc, Hervé Nougier, je suis le fondateur de Mediatek, qui est la société qui édite la plateforme Streamlike. Donc, personnellement, je viens un peu de la télévision. Donc, j'ai commencé chez M6. J'ai monté un institut d'études pour les médias. Et puis, Mediatek a été créé en 2004, en commençant à travailler pour les médias toujours. Et en fait, dans le format actuel de plateforme vidéo, depuis 2008-2009 réellement. Donc, c'est un petit peu le même historique qu'EcoProd. Donc voilà, Mediatek, c'est la société. Streamlike, c'est la plateforme. Nos clients sont des entreprises, des administrations principalement. Donc on est ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon une Enterprise Video Platform. Alors on n'a pas énormément de concurrents en France ou en Europe, mais aux États-Unis, il y a des très très grosses boîtes qui font ça. L'idée, c'est que pour nous, toutes ces marques, toutes ces sociétés sont des producteurs et diffuseurs de contenu. Donc, quand je parlerai un peu plus tard de diffuseurs, ce n'est pas forcément TF1, ça peut être AXA, le Crédit Agricole, etc. Donc, toute société, et donc potentiellement vous, qui a des contenus, qui va les mettre en ligne sur un site ou qui va faire des campagnes, voilà. Que ce soit pour des usages internes, externes. Ne pas confondre plateforme de streaming Netflix et plateforme d'hébergement diffusion vidéo. Donc nous, on n'a aucun rôle éditorial au niveau des contenus. Les contenus ne sont pas notre propriété. On ne les met pas en avant. Les clients sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. On n'est que prestataire. Voilà pour le contexte. Alors, qu'est-ce que le streaming ? Donc, je disais que je viens de la télévision, donc il y a quelques années, la télévision, c'était du broadcast. On envoie un signal dans l'air et on peut avoir un nombre indéfini de personnes qui regardent ce signal. Et donc, quelque part, le bilan énergétique est le même qu'on ait 10 millions de téléspectateurs ou 2 millions ou 50 000. Le streaming, c'est une distribution individuelle. D'ailleurs, quand on pense à Netflix comme plateforme de streaming, ils ont commencé à distribuer des DVD par la poste. Donc on est vraiment dans ce schéma-là. Le streaming, c'est une diffusion one-to-one et non pas one-to-many. Donc plus on a d'audience sur du streaming, plus l'impact est multiplié. Et donc c'est une diffusion en ligne via Internet. Alors, les solutions de streaming, donc, ce sont toutes les plateformes de subscriber VOD, donc Netflix, Amazon, etc. Celles qui fonctionnent par la publicité, tout ce qui est over the top, etc. Les tubes, YouTube, Dailymotion, etc. Les réseaux sociaux qui hébergent et diffusent des vidéos, les plateformes de streaming audio. Et quelque part, je mets en bas tout ce qui est vidéo d'entreprise. Enfin, c'est générique pour dire tout ce que vous payez et maîtrisez par vous-même. Mais la visioconférence ou la TNT, par exemple, ne rentre pas là-dedans. La TNT, c'est du broadcast. Voilà. Mais maintenant, on est dans un univers où, au lieu de regarder un programme qui est diffusé en direct sur la TNT, on va le regarder sur sa box et se faire envoyer le flux spécifiquement. Alors, quel est l'impact carbone du streaming ? Donc, on peut sortir plein de chiffres spectaculaires. Le streaming, donc, ça n'est déjà qu'une partie de l'impact du numérique. L'impact du numérique, c'est aussi bien la fabrication des équipements que leur utilisation. Nous, on ne va s'intéresser qu'à l'utilisation. Le streaming, c'est 60% des flux de données mondiaux, c'est plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an.
c'est 1% des émissions mondiales de GES, donc de gaz à effet de serre, donc c'est quand même déjà considérable, et surtout ça augmente, et ça va continuer d'augmenter, donc plus de 8% par an. Alors, donc d'où vient cet impact du streaming? Donc ça c'est un schéma classique présenté par le Shift Project, mais bon, après, tous les chiffres sont potentiellement contestables. À la limite, ce n'est pas grave. Sont des ordres de grandeur, des répartitions qui comptent. Hein, voilà. Donc, le streaming, c'est pour un tiers du Netflix, Amazon, etc. Donc, les plateformes de subscriber VOD. Le porno, 27%. Les tubes. Et puis tout le reste, donc tout ce qui est réseaux sociaux, et puis quelque part, nous, on se situe dans cette partie-là. Alors, donc on voit l'échelle en millions de tonnes et tout ça. Donc quand on arrive à la vidéo que vous diffusez sur votre site, évidemment, c'est même pas l'épaisseur du trait, c'est pas grand-chose, mais peu importe. Le principe, c'est de se dire que tout compte, et que si on veut regarder dans les grandes masses et de se dire où est-ce qu'on peut limiter les impacts, je veux dire, la réponse est là. Hein. On sait où on peut réduire l'impact. C'est le truc bleu là. Donc, l'effort que vous ferez par rapport aux vidéos que vous diffusez sur votre site, il reste nécessaire. Et donc là, on parle au niveau des productions. Il ne s'agit pas forcément de comparer l'impact d'un tournage à Ermenonville versus Wadi Rum, ça va être très, très significatif, ou la différence entre mettre votre vidéo sur YouTube ou la mettre sur une plateforme éco-responsable. Peu importe, il faut faire des choses, les choses qui sont en votre pouvoir. Donc, je vous invite à regarder sur Arte TV la série documentaire Frankenstream. Donc, il y a plein de choses spectaculaires. Il y a tout l'historique du streaming, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc comme ça m'évite de le faire. Alors, l'impact du streaming, il vient de l'électricité. C'est principalement ça, c'est l'électricité qui est utilisée pour l'encodage, pour le stockage et pour la diffusion. Donc on parle aussi d'intégration, donc dès que vous mettez une vidéo dans un site, dans une application, c'est de l'intégration. Voilà. Donc on va pouvoir mesurer la consommation électrique, ou en tout cas l'estimer à tous ces niveaux. Alors voilà le schéma vraiment schématique d'une plateforme vidéo. Vous avez au départ un data center qu'on appelle l'origine, donc où vous allez stocker vos fichiers sources, faire vos transcodages et donc le stockage de tous ces formats. Quand un internaute à l'autre bout demande une vidéo, les données vont suivre un chemin à travers ce qu'on appelle un Content Delivery Network. C'est un espèce de Waze à l'intérieur de l'Internet qui va choisir le meilleur chemin, qui va mettre des contenus en cache, donc qui va les stocker localement pendant un certain temps pour pouvoir les livrer au plus près de l'internaute, etc. Et puis il y a tous les équipements réseau de télécommunications, les antennes relais, les câbles sous-marins, etc. Et tous les routeurs, enfin, voilà. Donc la consommation électrique, elle est à plein de niveaux. Et en fait, tout ça, on sait le calculer, on sait en tout cas l'estimer. Après, encore une fois, tous ces chiffres, c'est un petit peu, ça peut être discutable. Il y a beaucoup d'estimations, mais on a quand même beaucoup de mesures. Donc nous, on sait quand une vidéo est diffusée, on sait où elle a été regardée, sur quel type de terminal. Et donc on va pouvoir remonter un petit peu toute la chaîne. On connaît ce qu'on appelle le PUE, donc l'efficacité moyenne des data centers du CDN. On connaît surtout l'intensité carbone de l'électricité où la vidéo a été vue, etc. Donc on va pouvoir recalculer un bilan carbone en fait, de la diffusion de la vidéo. Donc voilà, la formule est assez simple. Donc l'équivalent CO2, c'est la consommation électrique multipliée par l'intensité carbone. Et on fait la somme comme ça pour le data center, pour le CDN, pour les réseaux, pour les terminaux. Et on voit que la même vidéo qui sera regardée en France ou en Pologne n'a pas le même impact, par exemple. Donc ça, voilà, toutes les données existent, donc on peut calculer jour par jour pour chaque vidéo, chaque diffusion, son impact.
Et donc, ce qu'il faut réaliser en termes d'usage pur, c'est que lorsque vous regardez une vidéo sur votre téléphone, ce n'est pas la consommation du téléphone ou par rapport à la durée de lecture de la vidéo ou le chargement que vous avez, le chargement de votre téléphone sur la prise électrique, c'est pas ça qui compte. C'est que, en gros, tout l'impact, c'est 97%, il est ailleurs. Il est dans les réseaux, donc dans le CDN, etc. Donc c'est vraiment pas anodin, ça n'a rien à voir avec juste le simple fait de faire play d'une vidéo locale quelque part. Alors pourquoi l'impact du streaming augmente? C'est assez évident, c'est l'augmentation des débits de connexion disponibles, donc de la bande passante. Donc on a commencé avec des vidéos timbre-poste, puis on a eu la DSL, on a commencé à faire des vidéos un petit peu plus sympas en définition standard. Ensuite, il y a eu du haut débit, on a fait de la haute définition. Maintenant, il y a du très haut débit, on fait de la 4K sur des écrans qui ne sont même pas 4K. Ou sur des téléphones, alors qu'on ne peut même pas percevoir la résolution 4K sur un téléphone. Et aussi pareil sur le mobile. Donc aujourd'hui, on est à la 5G, on prépare la 6G, avec des opérateurs qui font des publicités sur la vitesse de lecture en streaming. En vrai, une vidéo, ça se lit à la vitesse de son débit. Donc si une vidéo est encodée à 6 mégabits seconde, si on a 100 mégabits, elle ne se lira pas plus vite. Donc voilà. Donc, autre raison, le streaming, tout ce qui est distribution individuelle remplace le broadcast. C'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. S'il y a un programme qui est diffusé à la TNT, on a loupé de 15 secondes, on va le regarder sur sa box en replay, en fait. Alors que le bilan n'est pas le même. Donc, le gratuit et l'illimité invitent à des usages déraisonnables. Donc ça, c'est, si on prend l'exemple de mettre une vidéo sur YouTube, c'est gratuit, donc on va mettre par exemple des vidéos pour annoncer des événements. C'est gratuit, on ne va pas les enlever. Donc YouTube stocke une quantité de contenu obsolète qui est phénoménale. Donc il n'arrête pas de construire des data centers, puisque les données, je vous ai montré un schéma d'infrastructure très simple, mais chez YouTube, tout est redondé, donc on a des data centers dans le monde. En moyenne, 6 ou 7 pour chaque contenu vidéo sont recopiés 6 ou 7 fois à travers le monde. Donc stockés à vie, puisque le réseau est copropriétaire de la donnée. Donc ils vont les conserver en permanence. Donc en fait, voilà, on construit sans arrêt des data centers pour conserver des données obsolètes. Donc c'est la perversion du gratuit et de l'illimité. Et on a vu que l'impact, c'était l'électricité. L'électricité n'est ni gratuite ni illimitée. Donc quelque part, il y a un modèle économique, il faut savoir qui paye quoi. Mais voilà. Au final, pour l'utilisateur, ça fait des usages déraisonnables. Et on a la perception d'une ressource immatérielle, c'est-à-dire que voilà, on produit une vidéo, on la diffuse, on crée la bande passante en même temps qu'on diffuse. C'est une ressource qu'on invente, qu'on fabrique comme ça. Donc, mais la réalité, ce n'est pas ça. Alors, qui peut améliorer cet état de fait? À peu près tout le monde. Hein. Tout compte et tout le monde peut agir. Alors, il y a les utilisateurs. Donc, on stigmatise beaucoup les utilisateurs en leur disant baissez la qualité de la vidéo que vous regardez, privilégiez le Wi-Fi à la 4G et le câble au Wi-Fi, etc., etc. On va donner plein de conseils qui sont tout à fait pertinents. Mais bon, est-ce que quand on paye un abonnement à Netflix ou autre, on a envie de dégrader sa qualité? Voilà. Les autorités de régulation, en fait, pour l'instant, elles font des recommandations. Donc, on a vu récemment l'ARCEP, l'ARCOM faire des recommandations qui visent les utilisateurs. On a aussi la loi Rennes de réduction de l'empreinte environnementale du numérique qui invite toujours, dans son premier article, les utilisateurs à faire des efforts. Et puis maintenant, on va mettre un petit peu comme les bandeaux sur les pubs de hamburgers où on vous dit « faites du sport ». Donc là, pareil, on va mettre des bandeaux en vous disant baissez la qualité quand vous regardez, etc. Bon. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a absolument rien n'est contraignant. Les GAFAM, les fournisseurs d'accès Internet et les réseaux sociaux, on oublie. De toute façon, la sobriété n'est pas dans leur modèle économique, tout au contraire. Donc, on n'a rien à attendre de leur côté.
Les plateformes de streaming, les chaînes. Alors là, il y a un petit levier. On a vu par exemple pendant le Covid, Netflix qui avait peur de la saturation de la bande passante parce que tout le monde avait le temps de regarder des vidéos. Donc ils ont réduit les débits par défaut. Ça permettait à plus de monde de regarder. Dès que le Covid a été terminé, les débits sont remontés. Donc en fait, la possibilité est là, mais elle n'est pas utilisée. Et on comprend aussi parce que, comme je disais, on paye un abonnement. Donc. Les hébergeurs vidéo, donc là je nous situe dans cet univers. Oui, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et je vais vous présenter toutes les questions qu'on s'est posées, toutes les solutions qu'on a trouvées. Ensuite, les producteurs, diffuseurs de contenu. Donc ça, c'est vous, c'est toutes les personnes ou les entreprises, administrations, etc., qui ont des contenus et qui vont les mettre en ligne. Et donc, vous avez des leviers pour avoir un impact minimal. Alors, les solutions côté plateforme, donc c'est ce qui nous concerne en particulier. Donc, on s'est posé la question en fait, de notre propre impact il y a quelques années. On a travaillé avec le Shift Project donc pour mettre en place toute une mesure, comprendre où étaient les émissions de gaz à effet de serre, les consommations électriques, etc. Et donc, nos conclusions ont été que déjà, on peut adapter la qualité d'encodage à la nature des contenus vidéo. Donc, on a des solutions pour, si vous voulez encoder un dessin animé ou un screencast, vous allez y mettre beaucoup moins de débit que pour du sport, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, et Netflix est très en avance là-dessus aussi, c'est ce qu'on appelle le per title encoding, donc où même avec de l'IA, on peut analyser la vidéo et faire un encodage qui va être adaptatif, voilà, pour être le plus efficace. On peut limiter les formats et codecs parce qu'aujourd'hui, donc on a un format qui est absolument universel et puis on en a plein qui marchent dans certains contextes, qui sont plus efficaces et tout ça. Mais si on les multiplie, on va créer déjà beaucoup plus de computing, de process, de stockage. Et souvent dans des cas où des vidéos, on n'est pas en train de parler de la vidéo de Despacito ou des trucs comme ça. Donc la plupart du temps, vos vidéos, elles sont assez peu vues. Donc l'effort d'encodage multiple est souvent pas très utile. Donc si vous avez une vidéo qui va être vue majoritairement en 4K et tout ça, ça vaut le coup d'avoir un codec qui est fait pour. Mais la plupart du temps, il vaut mieux une solution universelle qui marchera sur tous les navigateurs sans se poser de questions. D'ailleurs, petite parenthèse sur Despacito, quand le clip est sorti, sur ses premiers mois de diffusion, donc ses premiers 4 milliards de vues, l'impact environnemental était équivalent à 4 pays d'Afrique en consommation électrique. Donc et alors tout ça, mais bon, j'y reviendrai aussi un petit peu plus bas, la plupart du temps, juste pour écouter la vidéo, pas forcément pour la regarder. Et donc, quand vous connaissez le débit de la vidéo et le débit de la piste audio, si vous ne diffusez que l'audio, vous économisez 97% de bande passante en HD. Donc ensuite, construire une infrastructure raisonnable avec un data center green. Un data center green, c'est très accessible. Maintenant, il y en a beaucoup. Une infrastructure raisonnable, ça veut dire que on n'est pas obligé d'avoir des contenus redondés, répliqués sur tous les continents, etc. Ça veut dire que aussi on se fixe un niveau de service qui est raisonnable. On ne met pas forcément en cache les contenus pour que dès qu'on appuie sur play, toc, le truc démarre, parce qu'en fait le contenu a été préchargé, mais en fait si on ne démarre pas la vidéo, on l'a quand même préchargé. Donc on peut accepter un dixième de seconde de latence pour le départ de la vidéo, personne ne s'en rendra compte. Donc ne pas diffuser un screencast, un webinaire en 4K si ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être donc de l'ordre du raisonnable. Et raisonnable, c'est par rapport aussi à des seuils de perception, des débits d'encodage. Par exemple, Vimeo a une réputation dans la profession pour avoir super qualité de vidéo. Ben oui, mais ils mettent un débit astronomique, qui est déraisonnable. Et en fait, on ne perçoit pas forcément la différence de qualité.
Proposer des solutions d'éco-conception et de sobriété numérique. Alors ça, donc on a plein de solutions qu'on met à disposition des clients et qui adorent ça, qui est donc ce qu'on appelle throttling, c'est de la limitation de bande passante. Par exemple, on n'affiche pas de haute définition tant qu'on n'est pas en plein écran. Le background audio, alors ça, c'est un peu sidérant qu'on soit les seuls à le faire depuis des années, enfin, que la problématique existe. Si vous regardez, enfin, vous lancez une vidéo, puis vous changez d'onglet, donc la vidéo n'est plus visible, ben on coupe le flux vidéo. Vous en rendez pas compte, mais on coupe le flux vidéo. Vous revenez, la vidéo revient. Et donc, c'est 97% d'économie de diffusion. Sur YouTube Musique, vous regardez des clips, en fait, vous n'avez pas le choix, sauf en mode premium, de couper le flux vidéo. Ce qu'on appelle landing, c'est qu'on ne charge pas le player tant qu'on n'a pas démarré la vidéo. C'est-à-dire qu'on va juste mettre une image de couverture de la vidéo, vous appuyez dessus, ça charge le player, en un dixième de seconde, vous avez le player, mais on ne le charge pas autrement. Donc tout ça, c'est de l'éco-conception. Mesurer les émissions de gaz à effet de serre, donc vous avez une console qui vous donne exactement toutes vos consommations. Et bon, si vous voulez les détails de comment on fait le calcul, on pourra en parler. Et puis derrière, bon, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc comme on a une totalisation sur l'ensemble de nos clients annuels, tout ça, des émissions, eh ben ce total, on va le décarboner sur 20 ans en plantant des forêts. C'est sur 20 ans. Hein. C'est que tout ça, à un moment, il faut planter les arbres et ils ont séquestré un certain volume de carbone. 20 ans après, on a compensé. Bon. Et je mets slash compensé parce qu'acheter des crédits carbone, c'est un peu acheter le droit de polluer, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant, tout ça est tout à fait relatif. Hein. Quand on plante, nous, on a des forêts, on a, je sais plus, enfin, des centaines ça représente des centaines ou milliers d'arbres, je ne sais même pas exactement. Quand on voit ce qui peut brûler en quelques minutes au Canada, on fait ce qu'on peut. C'est toujours faire un petit peu quelque chose. Alors, quelle solution côté diffuseur, donc ça c'est vous, enfin, c'est tout le monde. C'est première chose et le plus important, ne pas utiliser abusivement un réseau social pour héberger des vidéos. Alors, un réseau social, sa vocation, c'est de faire du buzz, c'est de générer des interactions avec une communauté, et c'est un média publicitaire, etc. Quand vous mettez une vidéo sur un réseau social, vous lui donnez la copropriété. Vous vous obligez, dans le respect du RGPD, à demander le consentement des visiteurs pour que la vidéo soit affichée. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, mais c'est illégal. Par défaut, vous donnez accès à ce réseau à toutes les données personnelles de vos visiteurs, enfin de navigation, etc. Il y a énormément comment dirait, pain points à utiliser un réseau social au lieu d'un hébergement. Et évidemment, en termes de sobriété numérique, donc il y en a plein d'autres que nous qui ont fait des études là-dessus, c'est pas du tout éco-conçu. Vous créez aussi un point de sortie dans votre site. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire tout le... On a beaucoup de littérature sur notre site sur cet aspect-là. Mais voilà, il ne faut pas... Si votre vidéo n'a pas vocation à faire du buzz ou à être cherchée sur YouTube, par exemple, vous n'avez aucune raison de mettre vos vidéos là-bas. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est des vidéos même non référencées, donc non cherchables, très techniques, mais qui vont être mises sur YouTube. Il n'y a pas de raison. Et sans balancer, pourtant... il y a beaucoup, le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, l'ARCOM, l'ARCEP, tout le monde est sur ces plateformes, sur des réseaux sociaux, au lieu d'utiliser une plateforme vidéo. C'est assez aberrant. Et souvent, même sans respecter le RGPD. Tous les ministères, quand vous allez sur le site du ministère de la Défense, vous devez consentir au partage de vos données personnelles et à la publicité. Ça n'a pas trop de sens, quoi.
Et en plus, après, quand la vidéo est passée, on vous fait des recommandations, vous avez de la pub et tout ça. Bon. Partagez plutôt que multiplier les publications. Même si vous voulez que votre vidéo ait de la visibilité, le réflexe est de la mettre sur tous les réseaux. Non, la mettre à un endroit et partager le lien. C'est quand même beaucoup plus simple. Derrière, ça vous permettra de supprimer ou d'archiver tout ce qui est devenu obsolète, c'est-à-dire de suivre un petit peu. Donc, est-ce que votre contenu est toujours pertinent? S'il ne l'est plus, vous l'enlevez. Ne pas ignorer la vidéo dans l'éco-conception d'un site. Alors, on parlait de référentiel tout à l'heure, donc avec les scores et tout ça. Il existe un référentiel qui est le RGESN, Référentiel général d'éco-conception des services numériques, avec 79 points de conformité. Si vous avez un site qui est super éco-conçu, très léger, charge vite, etc., et que vos vidéos sont sur YouTube, vous enlevez 18 points sur les 79. Donc, c'est un petit peu, quand on fait ça, c'est un petit peu la Tesla qui traîne un groupe électrogène en remorque. Hein. Mais souvent, on ne le voit pas, on l'occulte. Mesurer ses émissions et adopter des bonnes pratiques pour les réduire. Donc ça, voilà, c'est possible. Surtout que là, donc vous êtes tous plus ou moins dans des démarches de bilan carbone, etc. Donc vous pouvez avoir la mesure aussi de l'impact de votre diffusion. Et enfin, le plus important, c'est montrer l'exemple. C'est que là, pour l'instant, c'est un petit peu un état de fait. Aujourd'hui, on utilise YouTube comme si c'était un dépôt légal, comme si c'était la BNF, et voilà, sans conséquence. Si on ne change pas cet état de fait, si on ne donne pas l'exemple, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, j'en profite pour féliciter EcoProd qui a mis aussi ses actes en accord avec ses principes. Donc, bon, voilà. Donc, on héberge maintenant les vidéos d'EcoProd. Et cette exemplarité dans les grandes entreprises, c'est vraiment important. Parmi nos gros clients, vous avez vu, on a quelques-uns, type tout le groupe Crédit Agricole, Renault, etc., sont des gens maintenant qui sont fiers d'avoir franchi le pas. Voilà. Donc, et pour conclure, en fait, parmi 3 solutions qui sont l'amélioration de l'efficacité énergétique, le progrès technique et la sobriété, il n'y a que la sobriété qui a un effet immédiat et pas d'effet rebond. L'efficacité énergétique, globalement, ça vous permet de faire plus avec le même impact. Donc, ça ne réduit pas l'impact. Le progrès technique, le progrès, c'est futur. Donc, c'est un effet différé. Et quelque part, il y a des risques toujours de créer des nouveaux besoins avec du progrès technique ou de créer de l'obsolescence. Donc, finalement, il n'y a que la sobriété qui fonctionne. Il y a un moment où on a la même qualité de service, mais en faisant moins. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à réduire nos impacts. Et voilà, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition tout à l'heure. Merci.